suivre cet ordre de notre séance. Et pendant les interventions de nos collègues, je voudrais vous demander d'éteindre le micro, de couper le micro pour qu'on puisse entendre l'intervention de nos collègues. Merci beaucoup et j'ai un grand honneur de passer la parole à ma collègue, Madame Ioana Gunikiewicz, excusez-moi, qui va nous présenter son intervention, sa communication intitulée L'infinitif injonctif dans une situation immédiate de communication en polonais et ses traductions vers le français. Madame Ioana Gunikiewicz travaille à l'université Jagellonne de Cracovie. Voilà. Jagellonne, oui, à la française, oui. Jagellonne. Et en polonais, vous dites comment? Jagielloński. Jagielloński. Voilà. De Cracovie, Pologne. À vous la parole, madame. Merci. Donc, je vais essayer de partager mon écran. Attendez. Voilà. Normalement, ça marche chez moi. Oui. Attendez. Par contre, comment faire pour agrandir? Pour agrandir, c'est... voilà, parfait. Bon, F5. Oui. Donc, il faut attendre juste un petit moment. Eh bien, merci beaucoup. Avant de commencer, j'aimerais préciser que j'ai modifié le titre pour qu'il corresponde mieux au contenu de ma contribution. Il s'agit toujours du même infinitif, des mêmes situations de communication, mais il s'agit tout simplement d'une perspective comparative. Donc, j'ai mis les équivalents fonctionnels français et pas les traductions vers le français. L'objectif de mon travail est d'analyser les énoncés injonctifs non elliptiques construits autour d'un prédicat infinitive indépendant et destiné à un allocuteur précis présent dans une situation de communication en face à face. Je commence par un exemple familier à un large public. La scène initiale du film Intouchable, que vous connaissez certainement, où Driss et Philippe, après une course-poursuite effrénée, sont rattrapés par la police. Et l'un des policiers crie « Sortez du véhicule, les mains sur le capot ». C'est la traduction « Sortez du véhicule », l'impératif français, la traduction proposée pour un infinitif injonctif en polonais. Je vais décrire cet infinitif injonctif tout d'abord dans le cadre méthodologique fourni par la syntaxe formelle polonaise afin de le situer dans une perspective unilingue et ensuite contrastive, tout d'abord par rapport aux autres emplois de l'infinitif et ensuite par rapport aux autres pivots réservés à l'expression de cette valeur modale. Mais comme l'apparition de cette forme dépend des facteurs sémantico-pragmatiques, je vais étudier l'injonction en tant qu'acte directif pour montrer les sous-types d'actes, aussi bien que les contextes particulièrement propices à l'apparition de cette forme. Donc, je commence par la description syntaxique. L'infinitif en syntaxe formelle, pour être brève, je veux juste dire qu'il est décrit comme dépendant et indépendant, et quand il est indépendant, il sert de pivot à une phrase ou à une proposition et constitue un équivalent distributionnel du verbe fini. Et mon infinitif est un infinitif prédicat de phrase et il apparaît dans un contexte injonctif. Quant au français, c'est donc dispose également des infinitifs dits prédicatifs et c'est l'infinitif injonctif dit injonctif qui correspond à la forme polonaise. Passons maintenant à l'injonction. Un énoncé injonctif permet la réalisation des actes appartenant à une grande famille d'actes directifs, dits actes d'injonction. Et par un tel acte, un locuteur veut diriger le comportement de son destinataire. Cet acte exprime la modalité déontique liée à l'attitude du locuteur envers un événement futur potentiel et reste, dans la plupart des cas, en rapport avec une autorité externe. Comment exprimer l'injonction? On a différents moyens grammaticaux ou lexicaux. Je me concentre sur les moyens grammaticaux. En polonais, il y en a deux, le mode impératif et l'infinitif dit injonctif. Et il est présent aussi bien dans les interactions verbales en face à face que dans la communication en différé. Quant au français, s'il n'est pas moins fourni, il ne fait pas le même usage de l'infinitif indépendant dit injonctif.
En ce qui concerne l'infinitif dans les énoncés injonctifs en polonais en général, cette forme a un emploi assez large, un spectre d'emploi assez large. Il est tout d'abord non accompagné, et c'est mon infinitif injonctif. Il est indépendant et alterne librement avec un impératif dont il constitue l'équivalent distributionnel. Et l'exemple numéro 1 illustre cet emploi. Bon, ramasser les armes, toi Georges, vérifie les ceinturons. Ramasser les armes, l'impératif français a été proposé comme traduction, comme équivalent de cet infinitif injonctif en polonais. Un autre exemple, silence moque, taisez-vous, aussi bien le mot phrase silence que la phrase taisez-vous à l'impératif, toutes les deux ont été proposées comme équivalent d'un infinitif injonctif, toujours le même, du verbe se taire en polonais. Donc, on voit bien que l'infinitif équivaut à la deuxième personne de l'impératif. Et le deuxième emploi, c'est l'infinitif accompagné de prochain, mais là, il sert de forme distante de l'impératif, utilisé dans les contacts neutres pour enjoindre l'allocuteur qu'on ne tutoie pas. Il alterne avec l'autre forme distante, construite avec nier plus la troisième personne du singulier ou du pluriel de l'indicatif présent, accompagnée d'un pronom allocutif. Et cette forme, dans le tableau numéro 1, elle est entourée en rouge. Et on voit bien que les paradigmes de l'impératif présent dans les différentes grammaires polonaises ne mentionnent pas la forme avec prochain, donc la forme accompagnée. Seul Hrusta propose de l'inclure, ce qui est tout à fait raisonnable, et on voit bien qu'il distingue plusieurs niveaux, le niveau familier avec l'impératif, disons, classique, ensuite deux niveaux distants, moyennement polis, ma forme avec nier, et le niveau distant suivant, dit poli, où il place la forme avec prochain. En ce qui concerne cette forme avec prochain, elle m'intéresse uniquement en tant que l'un des équivalents de l'infinitif injonctif. Donc, dans ce qui suit, je vais parler uniquement de l'infinitif injonctif, équivalent distributionnel de l'impératif distant ou familier. Mais puisque j'ai introduit deux notions, la notion d'honorification et de politesse, juste quelques remarques. L'honorification est une catégorie lexicale et grammaticale en rapport avec la notion de personne verbale. Elle permet d'opposer les formes distantes, dites honorifiques, aux formes non distantes, familières. Et les premières sont souvent qualifiées de polies. En toute logique, on pourrait en déduire que le tutoiement est impoli. Mais intuitivement, on sait que l'emploi d'une forme doit être tout simplement approprié. Et pourtant, l'infinitif injonctif en polonais a une étiquette bien collée. À l'oral, il passe pour brutal, voire peu poli. Quant à l'impératif, si en polonais il est largement utilisé, les utilisateurs du français lui préfèrent des moyens plus détournés, percevant l'impératif comme une forme autoritaire, donc plutôt brutale. Donc, je passe maintenant aux actes directifs dans une communication face à face. Là, les énoncés avec ce type de pivot traduisent différentes valeurs illocutoires, donc différents actes sous actes. Et le tableau montre que le premier critère, c'est le critère plus ou moins contraignant pour l'interlocuteur. Pour le moment, juste une précision, ce qui est entre barre oblique et en majuscule sont des paradigmes pour plusieurs actes de langage qui seront ensuite définis de façon plus précise. Donc, je laisse ces critères de côté, ils apparaîtront dans les définitions des actes. L'infinitif injonctif apparaît en polonais avant tout dans les actes contraignants pour l'interlocuteur. C'est une formulation directe des actes contraignants pour l'interlocuteur, passible de sanctions au cas de non-exécution de ceux-ci. Tous ces actes profitent à l'injoncteur et le caractère contraignant résulte de la position élevée qu'occupe l'injoncteur dans la hiérarchie sociale ou professionnelle.
Et quelques exemples, le paradigme d'ordre, le premier acte, sous-acte, l'ordre, défini comme l'un des actes directifs dans lequel un locuteur contraint son interlocuteur à accomplir un acte quelconque, sous menace de sanction en cas de non-exécution de celui-ci. L'injoncteur est institutionnellement en position d'autorité et l'injoncté est obligé d'exécuter l'ordre. L'infinitif est utilisé dans les organisations et institutions où la discipline est stricte et où le règlement impose l'obligation d'obéissance. Je reviens avec mon exemple numéro 1, ramasser les armes. Là, l'ordre est donné à un groupe, mais l'ordre peut aussi bien être donné à un injoncté unique, comme ici, arrêtez-moi tout de suite, cette locomotive ordonna le chef du petit groupe, arrêtez-moi est un équivalent d'un infinitif injonctif en polonais. Un autre exemple, l'ordre de, en polonais polecenie, c'est un acte qui se caractérise par un degré de puissance moins élevé. Il s'agit tout simplement de dire, de faire, et il dépasse le cadre de seules relations professionnelles. En plus, l'éventail des sanctions y est plus vaste. Il faut dire que cet acte est le plus souvent réalisé par un impératif en polonais. Et s'il n'est pas exclu d'avoir un infinitif dans un ordre de ce type, même dans une formulation conventionnelle, celui-ci est beaucoup plus fréquent dans des situations qui sortent du moule conventionnel et sont émotionnellement marquantes. Illustration, les exemples que vous connaissez déjà, silence, taisez-vous. Là, le directeur criminel est vraiment furieux contre son subalterne et sortez du véhicule, il s'agit d'une interpellation pour un délit de fuite. Dans les deux cas, l'injonction transgresse la norme et la forme imposée par le vouvoiement habituel et à l'origine de cet écart, l'état émotionnel de l'injoncteur. Ensuite, j'ai d'autres exemples, mais je n'ai pas le temps de les présenter. D'autres actes, la demande appuyée, l'interdiction, la défense, la permission, le commandement, la réclamation. Et je passe aux actes non contraignants. Peut-être, je pourrais présenter un exemple, juste le paradigme de demande. Il s'agit d'un acte, des actes incitant le destinataire à agir dans le but de réaliser le vœu du locuteur. L'enjeu est d'obtenir du destinataire qu'il répare une situation de manque en faveur du bénéficiaire. Le destinataire est libre dans son choix, mais si la demande est bien formulée, le refus ne sera pas bien accueilli. Plus, le destinataire est soumis à un chantage affectif lié à la situation de manque dans laquelle se retrouve le locuteur. On a ici différents sous-actes. Le plus simple, c'est la demande, mais l'emploi est plutôt régional. J'ai trouvé un acte de supplique et en voici un exemple. On tombait à l'aveuglette sur une foule de gens assis ou couchés, ou même des blessés, qui criaient « Oh mon Dieu, vous m'écrasez, oh mon Dieu ». Ici, on a une phrase à l'indicatif, mais un impératif serait tout à fait possible, ne m'écrasez pas. En tout cas, c'est l'équivalent ici textuel d'un infinitif injonctif en polonais. Et qu'est-ce que cela veut dire supplier? Ça veut dire demander comme une grâce avec insistance et humilité, en présupposant de plus que ce qu'on demande n'est pas en notre pouvoir et que l'allocuteur peut en disposer à sa guise. Ici, l'injonction à l'infinitif en polonais émane d'un locuteur qui est présenté comme collectif et vise un destinataire qui est spécifique mais indéterminé. Et ce qui est intéressant ici, c'est cette valeur expressive de plainte qui renforce le chantage affectif. Les autres actes non contraignants relèvent du paradigme de conseil. Le conseil est l'avertissement, mais je n'ai pas le temps de les présenter. Donc, je passe tout de suite aux conclusions. Donc, l'infinitif injonctif en polonais est une forme spécialisée, possible à l'oral en face à face et à l'écrit aussi. En français, l'équivalent fonctionnel, c'est l'impératif, même si ce n'est pas toujours le choix du traducteur. En tout cas, l'impératif est toujours possible. Le tableau ici, que vous voyez ici présente les actes directifs relevés avec la réalisation infinitive en polonais. Et on a vu que cet infinitif apparaît avant tout dans les actes contraignants pour l'interlocuteur.
Et une injonction à l'infinitif est un moyen neutre, peut être un moyen neutre. Là, la notion de politesse n'est pas pertinente. Le caractère catégorique est poussé à l'extrême. On a vu l'ordre 1, la même chose concerne les commandements. Mais quand il s'agit de tout simplement de dire, de faire, mais sans vouloir particulièrement faire valoir une position de force ou d'autorité, l'infinitif est rare. Donc, il est rare dans des situations conventionnelles, en dehors de certaines institutions. Par contre, il s'invite là où l'émotionnel, surtout négatif, prend le dessus. Donc, on a vu l'ordre 2, mais il y en a d'autres actes. Là, c'est un moyen stylistique émotionnellement marqué et il est souvent perçu comme brutal, trop catégorique, donc brutal et donc impoli. Cet infinitif est un moyen neutre aussi dans les actes non contraignants, mais là, son emploi relève plutôt de registre ou peut avoir un caractère régional. Même si son caractère, donc le caractère impersonnel de la forme et la prédisposition à s'employer dans des injonctions catégoriques peuvent favoriser une perception biaisée par le filtre de politesse. Par contre, il faut dire que l'infinitif seul n'est pas responsable de l'une ou l'autre interprétation ou perception, moyen neutre versus marqué. Le suprasegmental joue un rôle très très important. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention et je vais arrêter le partage. Bon, c'est bon. Merci beaucoup, Madame Gournikiewicz, pour votre présentation, pour votre communication, pour votre intervention très intéressante. C'est un sujet vraiment qui attire l'attention. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, je propose à nos collègues d'être plus actifs et poser des questions à Madame Gournikiewicz. Donc, tout d'abord, je voudrais remercier à Johanna de participer déjà pas pour la première fois à notre conférence, malheureusement dans un autre contexte, toujours avec les sujets très, très intéressants, très importants, surtout quand on enseigne le français langue étrangère. Parce que on a bien compris que Johan a bien comparé le polonais qui est sa langue natale avec le français qu'elle enseigne comme la plupart de tous nos collègues. J'ai la question concernant l'origine, la provenance des exemples, aussi le nombre. Donc, d'où est-ce que vous avez pris ces exemples? Est-ce que quelle est la quantité analysée, s'il y a un chiffre concret? Bon, je n'ai pas compté mes exemples, ils sont relativement nombreux, sauf que ils sont très nombreux en polonais, mais bon, pour trouver les traductions françaises, ce n'est pas évident. Il s'agit principalement des œuvres littéraires polonaises, de la littérature polonaise, des parties, disons, des dialogues, n'est-ce pas, qui simulent une conversation normale. Il s'agit des œuvres qui proviennent des 20e et 21e siècles et de leur traduction. Mais dans la littérature polonaise et dans les échanges quotidiens, on peut trouver vraiment beaucoup d'exemples. Et un seul exemple, l'exemple introducteur, c'était la traduction vers le polonais d'un exemple français pour juste situer à nos collègues qui ne connaissent pas le polonais la structure. Franchement, je n'ai pas compté mes exemples, mais en tout cas, l'objectif de ma recherche, ce n'est pas une recherche quantitative, mais plutôt les différents emplois. En tant que locutrice native, je me sers de cette construction tous les jours, donc j'ai cherché tous les contextes possibles et les illustrations. Et bien sûr, j'ai plusieurs exemples. J'ai ma bibliographie, mes exemples proviennent précisément je vous donne peut-être les références.
c'est Białoszewski, mémoire de l'insurrection de Varsovie, c'est Bratny, avoir 20 ans à Varsovie, Krajewski, fin du monde à Breslau, Miłoszewski, les impliqués, Konwicki, le complexe polonais, Gombrowicz, les envoûtés, Mrożek, tango. Donc, vous voyez vraiment des œuvres littéraires, mais il s'agit vraiment des dialogues. Parce que votre sujet est intitulé communication, donc. En situation immédiate de communication, c'est-à-dire bon, à l'oral, ici et maintenant. Parce que l'autre possibilité, c'est une communication en différé à l'écrit de préférence. Et là, l'infinitif injonctif est tout à fait possible en français. Par exemple, dans des recettes de cuisine, etc., etc. Donc, dans des consignes d'exercice. Il est aussi possible et présent en polonais. Et il y a très peu de différence entre les deux langues. La différence vraiment cruciale, c'est à l'oral. On ne peut pas dire en français, on ne peut pas donner un ordre en français en se servant d'un infinitif. Ce serait peut-être intéressant, surtout pour moi, de savoir comment c'est en lituanien, bon, dans vos langues maternelles. Mais c'est pareil que l'utilisation un peu la même comme en polonais. Oui. Donc l'infinitif à l'oral est possible Oui. en lituanien. En polonais plutôt, oui. Bon, en polonais, oui, mais en lituanien aussi, Mirosław. En lituanien, Oui, ok. oui. Comme en polonais, parce que quand même, il y a plus de liens entre le lituanien et le polonais qu'entre le français et le lituanien. Merci, Yann. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, Madame. Le Cicéron a une question. Oui, s'il vous plaît, Madame. Oui, comme je ne connais pas, bon, vous n'avez pas le temps de présenter la langue polonaise, c'est une langue slave, et donc pour exprimer l'infinitif injonctif et l'infinitif tout seul, je suppose qu'en grammaire, en syntaxe, il y a une, pour dénoter la deuxième personne du singulier ou la deuxième personne du pluriel, donc il y a un suffixe ou une terminaison par rapport, n'est-ce pas? Est-ce que vous Oui, bien sûr. Donc, à l'impératif, on a des terminaisons personnelles, donc les désinences personnelles. Par contre, l'infinitif est considéré comme une forme impersonnelle parce qu'il est privé de ses désinences, n'est-ce pas? Donc, c'est uniquement en fonction du contexte qu'on sait que l'injonction nous est adressée, n'est-ce pas? Donc, on le sait, on fait cet usage de l'infinitif. Donc, chacun sait que quand on dit je sais pas, sortez du véhicule avec un infinitif, que l'injonction m'est destinée. Hein. N'est-ce pas? Et ce qui est intéressant, cet infinitif indépendant en polonais peut avoir deux courbes intonatives différentes. Une courbe injonctive, et dans ce cas-là, c'est un infinitif injonctif, mais il peut avoir, les énoncés peuvent avoir également une courbe interrogative et on peut poser des questions également avec au moyen des phrases avec un pivot infinitif. Par exemple, je peux poser la question, par exemple, co podać, ce qui serait traduit en français, qu'est-ce que je vous sers? Ou bien, je vous sers quoi? Donc, vraiment, l'infinitif est utilisé en polonais dans différents contextes. Merci beaucoup. Merci. Madame Urszula Kochanowska, je vous en prie. Je voulais juste dire que je pense que les exemples que vous présentez pourront être très utiles pour l'enseignement, par exemple pour l'atelier de traduction. Et l'infinitif, c'est l'un des problèmes qu'on veut enseigner pendant ces cours. Par exemple, parfois, je cherche aussi des exemples pour enseigner aux étudiants comment traduire la voix passive, je ne sais pas, le conditionnel quand c'est la traduction du français en polonais.
Donc, ces exemples sont très intéressants pour l'atelier de traduction, par exemple. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a encore de questions? Sinon, je voudrais bien poser une petite question. Est-ce que vous avez étudié aussi la forme négative de l'infinitif dans vos recherches? C'est-à-dire, j'ai étudié un tout petit peu la forme négative. La forme négative apparaît dans la défense, dans l'interdiction. Et ce qui est intéressant en polonais, il faut aussi prendre en compte, mais dans un deuxième temps, la différence aspectuelle, parce qu'on a l'aspect perfectif, l'aspect imperfectif, et bien sûr des nuances de sens, si c'est perfectif ou imperfectif. Et dans la négation, c'est plutôt l'aspect imperfectif qui apparaît. Mais pour mes recherches, vraiment cette différence aspectuelle n'est pas vraiment cruciale. Mais je vais en tenir compte peut-être aussi plus tard. Mais l'infinitif négatif, c'est bien l'interdiction et la défense. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, si nous n'avons pas de questions, on remercie encore une fois Madame Joanna Grunikiewicz pour sa communication. Et maintenant, je voudrais bien passer la parole à Madame Hanan Hamdan pour présenter son sujet. Madame Hanan Hamdan, elle représente l'université Chouaïb Doukkali du Maroc. Exactement. Madame Hamdan, à vous la parole. Donc, rebonjour à toutes et à tous. J'attends le partage de l'écran. Est-ce que vous me voyez? D'accord. J'attends le partage de l'écran. Pour l'instant, nous ne voyons pas. Voilà, ça, oui, mais... Comment faire pour... voilà, excellent. Très bien, nous voyons votre écran. D'accord. Rebonjour à toutes et à tous. L'intitulé de mon intervention aujourd'hui est « La traduction des parimi marocains en français, équivalence entre les parimi commençant par « li » en arabe marocain et par « qui » en français ». Je vais commencer mon intervention et ma communication par une question. Qu'est-ce que la langue? Généralement, on a tendance à définir la langue en tant qu'un système ou bien en tant qu'un ensemble de connaissances linguistiques constitué de la phonologie, de la syntaxe, du lexique, etc. Quand on dit, par exemple, que quelqu'un maîtrise une langue, on voudrait dire qu'il maîtrise, bien sûr, sa syntaxe, son lexique et son système phonologique. Mais est-ce que ça se limite à la maîtrise de ces composantes? Bien sûr que non, puisque la maîtrise d'une langue passe obligatoirement par la maîtrise de sa culture. Si on parle de la richesse de la langue, qu'est-ce qu'on voudrait dire par une langue riche? La richesse d'une langue ne se limite pas au nombre de mots qui composent son lexique, mais par les entités qui reflètent son originalité linguistique et son authenticité. Ces entités sont par excellence les phraséologies. Et dans le cadre de mon travail de thèse, je travaille sur 3 types de phraséologie: la phraséologie collocationnelle, la phraséologie idiomatique et la phraséologie parémiologique. Bien sûr, il faudrait choisir certains critères pour différencier entre ces 3 types de phraséologie. Alors, j'ai noté 2 critères de différenciation: leur compositionnalité sémantique et leur valeur pragmatique. Ainsi, les phraséologies collocationnelles sont des unités polylexicales qui, je cite, ne perdent pas le sens propre et premier qu'ils possèdent séparément, ça veut dire le sens littéral, et dont la fonction est référentielle. Le deuxième type, à savoir les phraséologies idiomatiques, perdent, je cite, leur identité pour former une nouvelle séquence significative, le sens figuré, ayant pour fonction l'inférence. Et le dernier type, c'est les phraséologies parémiologiques qui, je cite, ont un double sens littéral et figuré, sont pourvus d'un statut de citation dans le texte et possèdent une fonction argumentative. Durant l'intervention d'aujourd'hui, je vais consacrer mon travail au 3e type, à savoir la phraséologie parémiologique ou bien tout simplement au parémie.
Alors, la problématique est, qu'est-ce que je voudrais faire? Je voudrais chercher des équivalences entre les parémies marocaines en li et les parémies françaises en ki. Il faudrait savoir qu'il y a une équivalence de forme parce que li en arabe marocain pourrait être traduite en ki en français. Alors, le constat ou bien les hypothèses desquelles je suis partie, la comparaison des parémies de deux langues différentes pourrait nous permettre de mettre en relief les différences culturelles qui existent entre ces deux systèmes linguistiques ainsi que les similitudes. Ça veut dire, est-ce qu'il y a vraiment des universaux parémiques entre l'arabe marocain et le français? Mettre en évidence les convergences et les divergences et étudier les types d'équivalence qui existent entre les deux langues. Alors, j'ai commencé par la collecte du corpus, dont les données sont tirées d'un corpus de parémies marocaines et françaises ayant des structures équivalentes, li en arabe marocain et en français, et ce corpus est puisé dans des ouvrages de phraséologie et aussi dans des enregistrements oraux de discussions spontanées entre des locuteurs natifs. Par la suite, j'ai procédé à la transcription morphophonologique suivant un système de traduction qui est lié à ma langue maternelle, qui est l'arabe marocain. Le voilà, il est devant vous. Bien sûr, j'ai commencé par la présentation des consonnes propres à l'arabe, comme vous voyez la graphie arabe et la transcription en API relative à l'arabe marocain. Aussi, il y a la transcription des voyelles. Et comme une deuxième étape, j'ai procédé à l'élaboration de deux listes phraséologiques qui contiennent des parémies ayant des équivalences ou bien qui sont formellement proches. Je vais répéter, li en arabe marocain et ki en français. Comme vous pouvez voir, c'est juste un échantillon parce que vraiment le corpus est très riche. Alors, la première étape, avant de chercher les équivalences, je dois passer par la compréhension des parémies. Je dois comprendre, bien sûr, les parémies en arabe marocain qui relèvent de ma langue maternelle et aussi comprendre les parémies qui relèvent du français. Et bien sûr, je ne vais tout de même pas compter uniquement sur ma compétence linguistique, je dois consulter des recueils de phraséologie et bien sûr, je dois recourir aux informations fournies par les informateurs et les utilisateurs natifs. Après, j'ai commencé à attribuer un thème, un mot-clé pour chaque parémie, que ce soit la parémie marocaine ou bien la parémie française, bien sûr, qui reflètent le même thème ou bien qui ont des thèmes proches. Et la troisième et dernière étape, c'est la recherche d'équivalence via la traduction qui est citée dans le titre. Donc, la traduction, c'est un canal ou bien c'est un moyen pour essayer de trouver les équivalences et les types d'équivalences entre les parémies marocaines et les parémies françaises. Au début, la tâche la plus facile, c'est de chercher les équivalences en utilisant ou bien en passant par le rapprochement des thèmes. Et par la suite, bien sûr, il faudrait chercher parémie par parémie pour pouvoir trouver l'unité polylexicale qui correspond au mieux à l'arabe marocain. Et ça nous a donné deux types d'équivalences nécessaires ou bien importantes, principales, qui sont l'équivalence littérale et l'équivalence conceptuelle. Donc, pour parler un petit peu de l'équivalence formelle ou littérale, c'est quand l'unité polylexicale ou bien quand la parémie française reflète non seulement le thème de la parémie marocaine, mais aussi la forme. Et l'équivalence conceptuelle, c'est quand la forme fait défaut, bien sûr, chaque langue exprime le thème à sa façon en utilisant ses propres mots. Alors, j'ai trouvé les résultats suivants. Par exemple, le cas de l'équivalence formelle littérale en arabe marocain, l'izra rih kihsab l'asifa. L'izra rih kihsab l'asifa. Son équivalent mot à mot, son équivalent littéral en français, qui sème le vent, récolte la tempête. Donc, pas besoin de passer par une traduction qui est proche, c'est vraiment à 100% la traduction littérale de l'izra rih kihsab l'asifa. Deuxième exemple, l'ihfar shihfra l'khouh et tahfiha. Aussi, je n'ai pas eu besoin de passer par
une traduction qui est proche puisque j'ai trouvé l'équivalent à 100%, l'équivalent littéral de l'expression, qui creuse le fossé pour un autre, qui tombera le premier. Et troisième exemple, libraha kulha, qui khalliha kulha, qui veut tout, perd tout. Donc, il y en a d'autres exemples, bien sûr, puisque j'ai dit que le corpus s'étale sur des centaines de parémies. Donc, j'ai choisi pour vous ces trois exemples qui montrent vraiment qu'il y a une équivalence littérale, et pour la pensée ou le thème, et pour la forme et les items utilisés pour dans chacune des deux langues. Maintenant, je vais passer à l'équivalence conceptuelle. Et là, la forme ou bien la traduction littérale ne va pas servir à grand-chose puisque, bien sûr, le thème est exprimé, le même thème est exprimé par les deux langues, mais chaque langue exprime l'idée à sa propre manière. Exemple, li darra so'dam yakluh klab. Li darra so'dam yakluh klab. La traduction littérale, c'est qui se fait os, les chiens le mangent. Qui se fait os, les chiens le mangent. Et le sens intelligible, c'est qui est trop gentil et souvent exploité. Et ce même sens est exprimé dans la langue française par la parémie qui se fait brebis, le loup le mange. Un autre exemple, li darrasu fi al-khala inqbu ad-djaj. Li darrasu fi al-khala inqbu ad-djaj, la traduction littérale, qui se fait sang et mangé par les poules. C'est la traduction littérale. Quant à la traduction intelligible, qui est trop modeste ou bien qui est trop gentil, risque d'être exploité. La même chose, qui se fait brebis ou bien bête, le loup le mange. Un autre exemple sur la patience et la persévérance. Librat zin, sbar l'tqi bloudni. Librat zin, sbar l'tqi bloudni. La traduction intelligible, la traduction littérale, qui veut être beau, doit supporter, il y a une faute ici, doit supporter que ses oreilles soient percées. Et la traduction intelligible, si on veut savourer des moments de gloire, il faudrait faire des sacrifices ou bien des concessions. Ce qui est exprimé en français par qui veut du feu doit s'offrir la fumée. Un autre exemple, libre al-hout ifzeg ali serwal. Libre al-hout ifzeg ali serwal. La traduction littérale, qui veut du poisson doit mouiller son pantalon. Le sens intelligible, qui veut atteindre ses objectifs doit faire des concessions, bien des sacrifices, qui est exprimé en français par qui veut goûter la noix doit briser la coquille. Un autre exemple, l'izra chouk yahsab chouk. La traduction littérale, qui sème les épines récolte des épines. La traduction intelligible, on paie pour nos erreurs, qui sème le vent récolte la tempête. Bien sûr, c'est une équivalence conceptuelle puisque le même thème ou bien le même sens est exprimé différemment dans les deux langues. Un autre exemple, li ma عنده سلف في دارو يكون عنده في طرف لسانه. li ma عنده سلف في دارو يكون عنده في طرف لسانه. La traduction littérale, qui n'a pas de miel à la maison doit en avoir sur le bout de sa langue. Et le sens, bien sûr, intelligible, il faut savoir bien parler et choisir ses mots pour ne pas avoir de problème qui domine sa langue sur sa tête. Il y en a d'autres, je vais choisir un dernier. Lidkhel shindina, imshi la dinha. Traduction littérale, quiconque entre dans une ville doit en adopter sa religion. Il faut être en accord avec les habitudes d'une ville ou d'une personne dont on a besoin, ce qui est exprimé en français, qui veut vivre à Rome ne doit pas se quereller avec le pape. C'était un avant-dernier. Un dernier, lima ando flous, klamo nsous ou klamo bin nesr sara. La traduction littérale, qui n'a pas d'argent, ses paroles sont sans goût et ses discussions avec les autres sont vaines. Ça veut dire qui est pauvre est rejeté par les autres. Qui est seul n'est pas toujours pauvre, mais qui est pauvre est souvent seul. Donc, j'ai trouvé deux résultats qui sont principaux, qui sont de deux types, les équivalences conceptuelles et les équivalences littérales. Mais la question que je me suis posée,
est-ce qu'il n'y a que ces deux types d'équivalence? En cherchant dans le corpus de parémie en général et pas uniquement commençant par li ou bien commençant par qui, j'ai trouvé que parfois il y a des contradictions entre les parémies marocaines et les parémies françaises. Ça veut dire une sagesse ou bien une idée qui est exprimée en arabe marocain trouve son contraire dans la parémie qui est exprimée en français. Je vous donne seulement un exemple, bien sûr, il y en a d'autres. Juste un exemple pour conclure. L'isbar fil darro, shaitan garro. L'isbar fil darro, shaitan garro. La traduction littérale, celui qui supporte ce qui lui fait mal, Satan ou bien le diable, l'a détourné. Le sens intelligible, on ne doit pas supporter les provocations, on doit y réagir. Alors, qui peut entendre en silence ce qui lui déplaît, aura ce qui lui plaît. Ça veut dire qu'il ne faudrait pas réagir aux provocations, comme ça, on n'aura pas de problème et les événements vont bien se tourner. Une autre remarque, aussi dans la conclusion, en consultant les parémies recensées, j'ai constaté que parfois il y a différentes explications à la même parémie. Un locuteur l'utilise dans un sens et un autre locuteur l'utilise dans un autre sens. Donc, on pourrait dire qu'on assiste à une perte de la compétence parémiologique. Il y a peu de personnes qui connaissent la signification des parémies, même de leur langue maternelle. Donc, avant de terminer mon intervention, je tiens à remercier les organisateurs et les modérateurs, et aussi de l'Université de Vilnius et de l'Université de Białystok. J'espère que je n'ai pas fait d'erreur dans la prononciation. Et aussi à mon université de Chouaib Kali et à tous les professeurs universitaires, et en particulier à Madame Zahra Zaïd et Madame Souad Moudienne, mes encadrantes. Et merci. Merci beaucoup, Madame Hamdan, pour votre intervention, votre communication, qui est une communication très, très intéressante. Et j'imagine que tous nos collègues ont des questions sur le sujet que Madame Hamdan vient de nous présenter. Avez-vous des questions? Parce que c'est un sujet qui, j'imagine que dans toutes nos langues, nous avons pas mal de parémies, et parfois c'est très intéressant, et même je dirais que c'est très marrant de faire la comparaison de parémies dans les différentes langues. Alors, et je voudrais vous faire un petit conseil. Si vous ajustiez encore une langue, ça serait beaucoup plus intéressant et beaucoup plus large comme sujet. Parce que moi, j'ai travaillé un peu sur ce sujet en comparaison de 3 langues, et il y a vraiment énormément de choses sur lesquelles on peut travailler, et voilà, et agrandir en fait, agrandir le travail. Avez-vous des questions, chers collègues? Merci, j'en prends note. Bon, si vous me permettez, dans ce cas, je voudrais bien vous poser une question. Quand vous avez montré des diapos, il y a un parémie qui a attiré mon attention. Alors, ce que vous avez traduit de l'arabe, si je comprends bien, qui veut du poisson doit mouiller son pantalon. Oui. J'imagine qu'il y a pas mal d'équivalents dans les autres langues. Par exemple, dans ma langue maternelle, en azerbaïdjanais, c'est une langue d'origine turque. Nous avons presque la même parémie, mais au lieu de dire qui veut du poisson doit mouiller son pantalon, nous dit à la traduction littérale, si je traduis littéralement, en azerbaïdjanais, nous on dit qui veut du poisson doit mettre sa queue dans l'eau. C'est le même sens, en fait, mais la présentation est différente. Et ma question est la suivante. Alors, quelles sont les distinctions, les différences, la plupart des distinctions, des différences que vous avez trouvées dans vos recherches entre l'arabe marocain et le français, dans les exemples que vous avez trouvés? Quelles sont les distinctions importantes entre les parémies françaises et arabes du marocain?
Donc, concernant les parémies. Oui. Donc, j'ai trouvé beaucoup de ressemblances dans la pensée, dans les idées exprimées dans les deux langues. J'ai trouvé aussi beaucoup d'équivalences littérales. Par exemple, comme si on était en train de jouer à un jeu de traduction naïve, comme si on jouait à une simple traduction littérale, pure et nette. Et je trouvais que la traduction littérale qui pourrait paraître très facile, un simple exercice scolaire, s'avère être vraiment une équivalence dans une autre langue qui est la langue française. J'ai trouvé aussi beaucoup d'équivalences conceptuelles, mais qui reflètent beaucoup plus les particularités de chaque langue. Je pourrais exprimer une idée, et la même idée pourrait être exprimée en français, mais avec d'autres mots qui pourraient être une ouverture sur la culture française. Donc, ce n'est pas obligatoire de passer par la traduction, mais le plus important, c'est de comprendre le sens pour pouvoir trouver ces équivalences. J'ai trouvé aussi quelques différences culturelles. Par exemple, parlant des organes du corps, les parémies ou bien les expressions qui, en général, les phraséologies qui réfèrent aux organes du corps, ont un sens pour l'arabe marocain et ont un autre sens pour les Français. Par exemple, l'exemple des expressions qui contiennent l'item ou bien le mot foi. Pour l'arabe marocain, ça réfère au sentiment, la tendresse, l'amour, et pour les Français, c'est beaucoup plus le cœur. Mais nous, quand on utilise le foi, on l'utilise pour exprimer nos sentiments, notre amour envers quelqu'un. Merci beaucoup, madame. Est-ce qu'il y a encore des questions? J'ai deux questions. Donc, ma première question. Monsieur Sassile, s'il vous plaît. Oui. Vous avez donné tous les exemples qui proviennent des proverbes. Est-ce que c'était votre intention d'analyser que des proverbes ou, je ne sais pas, il y a d'autres exemples? Et puis, une autre question, si j'ai bien compris… Non. Oui. Oui, pardon. Oui, j'ai coupé votre réponse, donc excusez-moi. Oui, madame. Pardon. Hamdan, Oui. il y a un problème? Madame Hamdan, vous nous entendez? Oui, je vous entends, Très bien. mais je n'ai pas entendu la deuxième question. Monsieur Sassile, votre question, Oui, s'il vous donc plaît. ma deuxième question, si j'ai bien compris, la langue arabe du Maroc est plus polysémique que le français au niveau de la signification aussi de l'utilisation de ce proverbe. Si c'est le cas, est-ce qu'il y a une explication pourquoi? Voilà. Vous m'entendez? Oui, oui. Je vous entends, mais au début, je n'ai rien entendu. Sur la polysémie. D'accord, merci. Pour la première question, vous m'entendez? Oui. Maintenant, oui. Pour la première question, non, mon objectif n'est pas seulement d'étudier les parémies. J'ai dit au début de mon intervention que j'étudie 3 types de phraséologie. Les phraséologies collocationnelles ou bien les collocations, les phraséologies idiomatiques ou bien les expressions idiomatiques ou l'idéome, et les phraséologies parémiologiques. Je travaille sur les 3 à la fois dans mon travail de thèse, et bien sûr, chacune a ses propres spécificités et sa propre manière d'étude. J'ai déjà travaillé ou bien j'ai déjà présenté une communication la dernière fois sur les équivalences dans les expressions idiomatiques référant au corps en arabe marocain et en français, d'où la remarque de tout à l'heure en réponse à M. Oulfat Ibrahim. La deuxième question, si j'ai bien compris, vous voulez savoir est-ce que les parémies en arabe marocain sont beaucoup plus polysémiques que le français? Oui, non, oui, il y a des expressions qui sont polysémiques en français et des expressions qui sont polysémiques en arabe marocain. Donc, il faudrait passer par deux
de voix, ou bien par deux canaux, la traduction littérale et la traduction intelligible, pour pouvoir trouver les zones de recouvrement entre les deux mots. Parfois même, une expression en arabe marocain qui est ma langue maternelle, moi aussi, j'ai du mal à la comprendre. Donc, je dois recourir à d'autres personnes, je dois recourir à des ouvrages, je dois recourir à des informateurs pour que je comprenne bien le contenu de l'expression, que ce soit en arabe marocain qui est ma langue maternelle, ou bien que ce soit en français qui est une langue étrangère. Donc, bien sûr, la polysémie existe dans les deux langues, et c'est pour cela qu'il faudrait les maîtriser toutes les deux, et le cas échéant, consulter les ouvrages de phraséologie dans les deux langues. Merci bien, Madame Hamdan. Merci beaucoup, Madame Hanan Hamdan. Merci beaucoup à tous les collègues pour cette discussion. Et maintenant, permettez-moi de passer la parole à notre intervention suivante. J'ai un grand honneur de passer la parole à Madame Urszula Kochanowska. Oui. Et le titre de son intervention, de cette communication, les techniques de traduction des urbanonymes sur l'exemple des romans policiers polonais traduits en français. Et Madame Kochanowska représente l'Université de Białystok, qui est une des universités organisatrices de ce colloque international. Madame Kochanowska, à vous la parole. Ok, merci. Je partage mon écran. Est-ce que vous voyez oui, mon écran? Nous voyons bien votre écran, votre partage. Ok. Bon, alors aujourd'hui, je vais parler des techniques de traduction des urbanonymes dans les romans policiers. Le lecteur d'un roman policier non seulement suit l'intrigue et les actions des personnages, mais aussi à l'occasion de connaître les endroits réels d'une ville. Par exemple, rue, quartier, place, restaurant, café et d'autres bâtiments publics. Ces toponymes se référant à l'agglomération urbaine comprennent les lieux de caractère variés. D'après Kwirina Handke, ce sont des zones, des voies de communication et des points fixes. Les urbanonymes, c'est le terme utilisé par Lydia Walerchak pour nommer surtout des voies de communication. Krzysztof Rejwowski, qui a analysé les toponymes traduits en anglais dans quelques romans polonais, critique le manque de cohérence dans leur traduction. Nous avons analysé les urbanonymes dans la traduction française de deux romans policiers polonais, Uwikłanie, Les Impliqués de Zygmunt Miłoszewski et Podpalacz Piroman de Wojciech Chmielarz. L'action de ces deux romans se déroule à Varsovie au début du XXIe siècle. Nous avons relevé 120 urbanonymes ayant au total 334 occurrences, mais vu le temps limité de notre communication, nous avons abandonné les noms de bâtiments publics. Afin de décrire les moyens de traduction appliqués, nous utilisons les techniques choisies de la classification de Michel Ballard et de Krzysztof Rejwowski. Voilà les techniques de traduction de Michel Ballard, je ne vais pas les commenter. Et puis, les techniques de traduction de Krzysztof Rejwowski, qui a préparé cette classification en analysant les traductions des noms propres de l'anglais en polonais. Et nous avons partagé les exemples du corpus en 3 catégories. Quartier et cité, rue, et la 3e catégorie, avenue, allée, place et rond-point. Dans la plupart des cas, les urbanonymes se composent de 2 segments, le nom commun et le nom propre. Le premier segment indique le type de zone ou de voie, par exemple quartier, rue, avenue, place, pont, etc.
c'est le nom commun catégorisateur, terme utilisé par Bornakova. Et ce terme, ça veut dire ce nom commun figure d'habitude avec la minuscule initiale. Le second segment est un nom propre. Et vous voyez sur l'écran quelques exemples. Cependant, les noms de quartiers et de cités fonctionnent plus souvent, aussi bien en polonais qu'en français, sans leur nom commun catégorisateur. Chomiczówka, on peut dire Chomiczówka et osiedla Chomiczówka, en français aussi. Quartier de Marais et on dit aussi le Marais. Les techniques utilisées pour traduire les noms de quartiers et de cités sont surtout le transfert simple et le transfert avec une modification graphique. La troisième technique utilisée assez souvent pour les noms de quartiers et de cités, c'est l'ajout du nom commun catégorisateur. Dans ces exemples, nous observons que les traducteurs hésitent quant à l'utilisation de la préposition de avant le nom de quartier. Dans la langue française, la particule de doit être présente et contractée avec un article défini ou non lorsqu'elle précède un nom propre de quartier. Nous avons aussi observé que parfois le traducteur ajoute son commentaire dans le texte d'arrivée qui pourrait peut-être aider le récepteur cible à distinguer quelques quartiers intéressants. Certains noms propres de quartiers sont remplacés dans le texte traduit par les hyperonymes. Ce sont les noms communs qui expriment la situation de quartier dans la ville de la façon plus générale. Dans le texte d'arrivée, le nom propre Śródmieście, qui est le plus souvent traduit comme le centre-ville ou le centre, n'apparaît pas une seule fois, malgré ces 10 occurrences dans le texte de départ. Le traducteur a probablement décidé d'omettre ce nom propre à cause de sa longueur, de la présence de 3 signes diacritiques polonais et à cause de la prononciation difficile pour le lecteur français. L'autre nom propre de quartier, omis dans la traduction pour des raisons similaires, c'est Chomiczówka. Le traducteur le remplace non seulement par les noms communs, mais aussi par les noms propres suivant le contexte. Donc, nous voyons 4 traductions de Chomiczówka, quartier, une banlieue dortoir, rue Andersen, quartier Bielany. Au fait, la rue Andersen se trouve dans la cité Chomiczówka, qui est située dans le quartier Bielany. Passons maintenant à la deuxième catégorie, rue. Alors, quand on voit de communication, nous avons repéré un grand nombre de rues qui apparaissent dans le texte source sous forme d'un segment ou de 2 segments, nom commun catégorisateur et nom propre. Le premier type de nom a beaucoup plus d'occurrences que le second. Il est possible, dans la langue polonaise, d'exclure le nom commun et n'employer que le nom propre. Nous avons ici l'exemple de Bornakowa, mieszkam przy Solskiego, j'habite à côté de Solskiego, c'est la traduction. En français, les formules monolexicales elliptiques existent aussi, mais dans des cas particuliers. Nous pouvons par exemple abréger la rue nationale par la nationale ou l'avenue des Champs-Élysées par les Champs-Élysées. Vu que dans la présente communication, nous nous concentrons sur le transfert de noms propres, nous présenterons tous les noms de rues sous une forme invariante. Par exemple, Bracka, Żurawia,
même si dans le texte source, les occurrences contiennent des formes fléchies. Bratsko, Bratsky, Żurawi, Żurawią. Dans le corpus analysé, nous avons observé surtout deux techniques de traduction. L'ajout du nom commun catégorisateur et la traduction du nom commun catégorisateur. Dans les exemples cités, nous observons que les noms propres sont transférés sans changement ou avec une modification graphique. Le nom commun ulica est toujours traduit comme rue. En revanche, le traducteur, lorsqu'il ajoute le nom commun catégorisateur dans le texte cible, il change parfois le nom commun rue en boulevard ou avenue. Nous pensons que ce sont la spécificité ou la grandeur d'une rue qui peuvent être à l'origine de cette décision. Le traducteur remplace souvent le nom de rue par le nom commun de l'institution qui s'y trouve. Bien des noms propres de rues sont supprimés dans le texte cible grâce à la traduction des noms communs qui les précèdent. Et je passe rapidement à la troisième catégorie, avenues, allées, places et ronds-points. Tous les noms d'avenues, d'allées, de places et de ronds-points se composent de deux segments dans les deux langues polonaise et française. Évidemment, le nom commun catégorisateur est traduit. Le nom propre qui le suit est aussi traduit. Rares sont les cas de transfert sans changement ou seulement avec une modification graphique. Nous en avons trouvé trois exemples que vous voyez sur l'écran. Jerozolimskie, Ujazdowskie, Bankowy. Mais en vue de garder la cohérence, il serait préférable de traduire tous les noms propres d'avenues et de places. Au fait, la technique le plus souvent utilisée pour ce type d'urbanonyme est la traduction au moyen de l'équivalent lexical du nom propre. En parlant d'urbanonyme polonais, représenté par les noms d'avenues, de places, de ronds-points, mais aussi par les noms de rues, il est nécessaire de mentionner ceux qui sont formés avec un nom propre de personne, notamment le nom de famille, mis au génitif, par exemple, Platz Wilsona. Dans le texte cible, ces noms de famille prennent la forme du nominatif et ne sont pas précédés de la préposition « de ». La langue française traite de la même façon les noms de voix allemands en neutralisant ainsi les flexions casuelles. Nous pensons ici à une technique de traduction de Heywowski, le transfert avec l'adaptation au paradigme de flexion de la langue cible, et nous nous interrogeons si cette neutralisation des flexions casuelles peut être traitée comme une technique de traduction. De plus, ce procédé ne nous semble pas convenable. Si le récepteur français veut vérifier ses noms propres réels de voies de communication sur le plan de Varsovie, il n'y trouvera pas ces formes au nominatif. Il est aussi à noter que quelques noms de rues n'ont pas subi de changement. Par exemple, Ulica Młota et Ulica Okrzei. Et maintenant, je vais passer à la conclusion. Nous constatons qu'en général, les traducteurs suivent les tendances contemporaines dont la traduction littéraire et plutôt préserve l'altérité. Cependant, le manque de cohérence dans le choix des techniques de traduction est visible et surprenant. Nous ne trouvons pas de raison pour laquelle le traducteur traduit le nom d'une rue et pas ceux des autres. Le lecteur français pourrait penser qu'il existe en Pologne des rues ayant le nom français, par exemple rue des Chasseurs. Il serait préférable d'utiliser la même technique pour tous les noms de la même catégorie, par exemple rue.
Il est aussi difficile d'expliquer pourquoi les noms d'avenues sont d'habitude traduits et ceux de rue presque jamais. Nous pouvons tout de même indiquer les techniques dominantes en fonction du type d'urbanonyme. La technique le plus souvent utilisée pour tous les types d'urbanonymes est le transfert avec une modification graphique, ce qui résulte de la présence dans l'écriture polonaise des signes diacritiques inexistants dans la langue française. Ces signes supprimés, le récepteur français est privé d'un certain indice d'étrangeté. Par contre, la prononciation des noms propres pendant la lecture sera plus facile. La technique suivante, l'ajout du nom commun catégorisateur, est souvent appliquée pour les noms de rue et surtout pour les noms de quartier. Cela vient du fait que dans la langue polonaise, il est possible de ne pas mettre les mots osiedle, quartier, et ulica, rue, avant le nom propre. Grâce à la présence de ces noms communs catégorisateurs dans le texte cible, le lecteur français ne risque pas de confondre ce qui est rue et ce qui est quartier, puisqu'il ne connaît pas les noms propres polonais. Un grand nombre de noms propres de rue est tout de même précédé du mot ulica, rue, dans le texte source. Ce nom commun ainsi que les mots allée, place et rondo, rond-point, sont toujours traduits. En ce qui concerne les noms de quartier, ils sont le plus souvent transférés sans changement, puisque leur forme est plus simple que celle de rue. Nous observons aussi que, contrairement aux noms de rue, les noms d'avenues, de places et de ronds-points sont d'habitude traduits. Les noms de rue, le groupe le plus nombreux, représentent le type d'urbanonyme le plus souvent supprimé ou remplacé par un nom commun. Merci. Je vous remercie, Madame Uranowska, pour votre intervention. Y a-t-il des questions sur le sujet que Madame Uranowska vient de nous présenter? Moi, j'ai une question. Oui, je vous en prie, Madame Grunkiewicz. J'aurais une question, ou même deux. La première, est-ce que c'est toujours le même traducteur qui a traduit les deux romans? Parce que je connais les impliqués, mais pas l'autre. Et s'il s'agit des traducteurs différents, est-ce qu'il y a des différences dans le choix des stratégies? Et l'autre question concerne l'exemple que vous avez donné. J'habite à côté de Solskiego. Parce qu'en polonais, c'était. Est-ce que c'est l'exemple, la traduction de Borchnakowa? Peut-être le contexte justifie cette traduction, mais c'est un nom de rue. Et la préposition przy, moi je dirais j'habite rue Solskiego et pas à côté de. Pourquoi? Je peux habiter à côté d'un parc, przy parku, mais pas à côté d'une rue, ce n'est pas ce sens. Donc, est-ce que vous pourriez expliquer cet exemple? Merci. Alors, je commence par la deuxième question. Oui, excusez-moi, excusez-moi, pouvez-vous arrêter le partage de l'écran, s'il vous plaît? Ah oui. Merci. Je ne sais pas si j'ai déjà arrêté le partage de l'écran. Non? Non, nous voyons toujours votre écran. Ah, ok. C'est un mot. Je ne sais pas comment sortir. Vous avez une petite... Normalement, c'est tout en haut. Un petit bouton. Ah, voilà. Voilà, parfait. Merci. Merci beaucoup. OK. Alors, l'exemple, je veux juste regarder, j'habite à côté de Solskiego. Oui, c'était l'exemple donné dans un article de Borchnakowa.
Et est-ce que vous pouvez répéter encore une fois la question parce que Non, parce que cette traduction est un peu surprenante pour moi. Peut-être il y a un contexte particulier qui la justifie, parce que quand je dis en polonais mieszkam przy Solskiego, bon, pour moi, j'habite rue Solskiego et pas à côté Oui, de cette rue. exactement, c'est ça. Exactement, c'est ça, Solskiego. C'est le nom propre de rue, c'est le nom de famille. Et Bornakova donne cet exemple pour montrer que dans la langue polonaise, on peut supprimer le nom commun rue, mais dans la langue française, ce n'est pas correct et ça sent bizarre, en fait. J'habite à côté de Solski, à côté de Solskiego. Oui, mais pour moi, le problème n'est pas là, mais juste dans la traduction à côté de. Donc, mais il faut vérifier peut-être ce que Bornakov. Pourquoi cette traduction? Parce que quand j'entends j'habite à côté de la rue Solskiego ou bien à côté de Solskiego, bon, pour moi, le sens est différent. Donc, j'habite ailleurs et pas rue Solskiego. C'est ça, c'est juste ça, mais juste cette traduction przy à côté. Parce que si je dis mieszkam przy parku, j'habite à côté d'un parc, d'accord, mais przy ulicy, j'habite précisément ici, hein, pour moi. OK. Bon, merci. Hein. Et encore, la première question? C'était pour les traducteurs, c'est toujours le même ou il y en a deux différents? Non, il y en a deux. Le traducteur de Uwikłanie, de Zygmunt Miłoszewski, c'est Kamil Barbarski. Et le traducteur de Podpalacz, Pyroman, c'est Eric Vaux. Oui, mais est-ce que vous avez remarqué peut-être des différences dans leur choix de stratégie ou non? Oui, j'ai remarqué que, par exemple, Eric Vaux, dans la traduction de Pyromane, utilise plus souvent le transfert, par exemple, des noms de rue et n'ajoute pas de noms communs catégorisateurs. Donc, il y a par exemple la rue utilisée souvent dans le texte de départ Puławska en polonais et en traduisant, ce n'est pas la rue Puławska, mais souvent on trouve la Puławska, ce qui est un peu bizarre. Et je ne trouve pas de ce type de traduction dans le livre de Miłoszewski. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'il y a encore des questions? Oui. Une petite question. Donc, tout d'abord, je remercie Urshula qui participe aussi pour la deuxième fois dans Florence et aussi pour la collaboration avec son université. Une petite question. Vous avez donné des exemples, par contre, il n'y avait pas des chiffres. Je ne sais pas, j'ai oublié comment c'est en polonais, mais en lituanien, par exemple, on met des chiffres après le nom des rues. En polonais, comment ça se fait avec les chiffres? En polonais aussi, c'est la même chose. D'accord. Bien, merci. On dit par exemple ulica Puławska et on donne le numéro après. C'est comme en russe, en fait. C'est le même système. Merci beaucoup. Alors, nous remercions Madame Koranowska pour toutes les réponses et pour son intervention. Et maintenant, nous allons donner la parole à Madame, notre dernière intervention de la séance de cet après-midi, Madame Nina Locicero, qui représente l'Université de Madère, Portugal, et le titre de son intervention, le proverbe canonique français-vietnamien, équivalence et interprétation. Madame Locicero, je vous en prie. Le micro, s'il vous plaît. Bon, voilà. Vous pouvez partager votre écran.
Oui, je suis en train de la partager là. Excellent. Vous voyez? Pour l'instant, non. Pas encore. Ça met longtemps à faire. Oui, Ah ça. oui, share. Share. Oui, Voilà. exactement. Bon, je dois aller au début. Oui, oui, nous voyons votre écran, votre partage. Je vous remercie beaucoup. Alors, mon intervention, c'est sur le proverbe canonique vietnamien, du vietnamien en français, équivalence et interprétation. Attendez, je vais mettre le mode présentateur. Alors, tout d'abord, en premier lieu, je vais vous présenter quelques traits linguistiques du vietnamien. Alors, voici les traits essentiels de la langue vietnamienne, isolante. Alors, les noms, les adjectifs et les verbes sont invariables en genre et en nombre. Et les verbes, ils sont invariables en personne, donc pas de marqueurs de temps verbaux pour exprimer le présent, passé et le futur. Et la lexicalisation est un autre procédé pour compenser ces manques grammaticaux. Additionner les termes accessoires comme les préverbes, postverbes, classificateurs, avant ou après l'élément principal pour pouvoir exprimer justement le temps, l'aspect, etc. La phrase simple est constituée d'un syntaxe nominal. Le nom est modifié par les modifiants nominaux, numéral, classificateur, démonstratif, et le verbe a des modifiants spécifiques pour exprimer le temps, l'aspect et le mode, grâce à des préverbes et postverbes. Et le noyau est un verbe entouré de modifiants verbaux et des noms compléments. L'absence de morphologie du vietnamien, langue définie comme isolante, va déterminer et commander d'autres particularités grammaticales. Aussi, l'ordre des mots et les mots autosémantiques doivent constituer l'équivalent des structures syntaxiques du français pour exprimer les divers phénomènes grammaticaux. Alors, une des caractéristiques de la langue vietnamienne est l'usage des citons. Le proverbe peut être court, un seul vers de 4 mots en général. Il peut être aussi constitué de 2 vers et nous nous intéressons plus au proverbe de 2 vers, c'est-à-dire en 4 mots, qui sont toujours modulés de l'un des citons. Aussi, en citant un proverbe, il est toujours mélodieux grâce à ses tons. C'est comme si c'était un verbe chantant, comme le décrit l'écrivain Hung Hao. La poésie vietnamienne est sur jumelle de la musique tant la langue est naturellement musicale. La mélodie des chants doit suivre de près l'intonation linguistique, c'est dire que la diction des vers en vietnamien ne ressemble pas à celle des vers en langues occidentales et elle est plus nuancée et plus musicale et fait l'effet d'une incantation. Alors, confronter le proverbe vietnamien et le proverbe français est fructueux et intéressant pour découvrir les points linguistiques et culturels convergents et divergents qui existent entre eux. Alors, en deuxième point, l'étude contrastive proverbiale. L'expression proverbiale se réalise dans la plupart des cas via les expressions idiomatiques. Donc, chaque pays, culture, possède ses expressions figées ou idiomatiques particulières selon sa vision du monde d'une manière spécifique. Nước đổ đầu vịt, ô versé tête canard. Nước đổ lá khoai, ô versé feuille de tarot des Indes. Đàn gãy tai trâu, instrument de musique, jouet, oreille buffle. À laver la tête d'un âne, on perd la lessive. Alors en vietnamien comme en français, le proverbe est bimembre ou binôme, constitué de 2 parties. Ce proverbe bilingue signifie « les défauts naturels ne se corrigent pas ». L'utilisation de la métaphore du français et du vietnamien est originale et bien distincte. En A et en B, le concept ou image reste le même. Le rapport d'analogie entre le sens propre et le sens figuré d'une langue donnée et le rapport bilingue d'analogie représente les processus linguistiques complexes qui aboutissent à un même objectif, c'est-à-dire transmettre un même message.
Le proverbe français utilise le support de l'âne et le procès de laver. En vietnamien, il existe 3 proverbes ou variantes équivalentes qui recourent au support du canard, de la feuille de taro des Indes et du buffle. C'est le phénomène naturel de l'eau. Pardon? C'est le phénomène naturel. Какой вторник, допустим. Miroslav, ouais. Oui, allez-y, madame. Oui, alors c'est le phénomène naturel de l'eau qui coule sur la tête de canard ou sur la feuille de taro, ou jouer de la musique pour un buffle est inutile. Alors le proverbe français utilise au sens figuré l'image de la tête de l'âne et la lessive. Alors lorsqu'on lave la tête de l'âne, on perd la lessive. C'est un phénomène de cause à effet. Le proverbe vietnamien décrit le phénomène naturel au sens propre, sans mentionner les faits. Il est elliptique, verser l'eau, tête canard. C'est la traduction littérale. Et jouer de la musique oreille buffle. C'est pareil, c'est-à-dire que ça ne sert à rien de jouer de la musique à un buffle. Alors, dans le proverbe français, à laver la tête d'un âne est la cause, tandis qu'on perd la lessive est la conséquence. Alors, l'effet humoristique dans ce proverbe, l'action de laver la tête d'un âne avec de la lessive, le résultat est sans effet, et la mise en parallèle du terme, la tête d'un âne et la lessive est la métaphore amusante. Alors, pourquoi la tête d'un âne? Bon, vous savez, je n'ai pas besoin de vous expliquer. Donc, cette image symbolise la stupidité et l'entêtement, hein, et donc le mulet aussi d'ailleurs. Le proverbe vietnamien utilise une autre image, verser de l'eau à la tête d'un canard. Alors, l'élément de la tête de canard et de l'eau suggère le même concept que laver la tête d'un âne avec de la lessive, c'est-à-dire le fait de laver la tête de l'âne et verser de l'eau sur la tête d'un canard suggère 2 phénomènes différents, mais d'une même interprétation sémantique. L'entêtement de l'âne et l'étanchéité des plumes de canard visent le sens, c'est peine perdue de vouloir instruire une personne stupide. La deuxième variante vietnamienne du proverbe Nước đổ là mồm, c'est pareil, décrit aussi le même concept ou le même phénomène, c'est-à-dire que la feuille de taro est étanche à l'eau. Ainsi, đàn gãy tai trâu, guitare jouée, oreille buffle. Alors, les mots soulignés représentent les procès dans la phrase proverbiale. Enfin, jouer de la musique pour un buffle s'avère inefficace car il ne sait pas l'apprécier. Et ce proverbe vietnamien provient d'une légende qui a le même titre. La construction du sens se réalise à travers les mots qui suscitent un concept ou une image. En français, laver la tête et perdre la lessive, on interprète les 2 énoncés qui constituent une notion, un concept. Et ces 2 énoncés suggèrent le concept que ça ne sert à rien qu'on lave la tête d'un âne avec de la lessive. Cette image s'applique à la vie courante. Et en effet, l'âne est connu pour un animal têtu et stupide. Alors l'élément de la lessive, un produit efficace pour laver la tête de l'âne, s'avère inutile. Le proverbe français d'une pointe a une pointe d'humour grâce à l'élément de la lessive. Il existe un point sémantique qui renforce cette idée humoristique à la proposition infinitive, à laver la tête d'un âne, et la principale, on perd la lessive, est au sens figuré, car en réalité, on ne fait pas cela. Alors, dans ce cas précis, un âne est si têtu que rien n'y fait, même si l'on le lave avec de la lessive. C'est une image très bien décrite. Alors, le lexico sémantique est choisi par le biais des mots dans un contexte parémial, précis et dans le sens métaphorique et non dans le sens propre, comme le montrent les exemples proverbiaux vietnamiens et français qui décrivent cette image. Donc, les 3 notions, et surtout en vietnamien, jouer de la musique à un buffle ou mouiller la tête de taro. Hein. Donc, ce sont les mots en eux-mêmes qui déterminent